Moi, je suis convaincue que l'eutrophisation provient de l'activité humaine en Bretagne, hein, en majorité, à 90%. Est-ce que vous pouvez expliquer le processus? L'agriculteur met des engrais sur ses sols, oui. Et puis ces engrais rentrent dans les sols, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Les engrais rentrent dans les sols. Le nitrate, c'est une molécule qui est très soluble, donc qui est entraînée avec l'eau. Donc ce nitrate atteint les eaux souterraines et s'infiltre aussi dans les zones superficielles du sol. Et puis, cette eau atteint les rivières, parce que les rivières, le débit des rivières est lié à la fois au ruissellement, surtout pendant l'hiver, mais en été, souvent, les cours d'eau sont alimentés par les aquifères. Donc voilà, donc ces nitrates et ces phosphates aussi, hein, et il y a aussi des phosphates qui arrivent, je veux dire, dans la rivière jusqu'à la zone côtière, et cet excès, parce que souvent c'est en excès par rapport aux besoins des algues, alors oui, bon, en excès par rapport aux besoins des algues, et puis ça crée des proliférations d'algues. Et en fait, bon, j'en ai pas beaucoup parlé parce que ça devient très complexe. Il y a 3 éléments en fait qui sont très importants pour la croissance des algues. Outre le phosphore et les nitrates, il y a la silice. Alors la silice, c'est pas un élément anthropique. C'est un élément qui provient de la dissolution des roches. Mais il est quand même important parce que y a des algues qui s'appellent des diatomées qui prennent la silice, donc qui incorporent la silice pour leur croissance, au même titre que l'azote et le phosphore. Alors, quand il y a beaucoup de phosphore et beaucoup d'azote, la silice qui est d'origine naturelle devient limitante. Donc à ce moment-là, on n'a plus de diatomées. Et succèdent aux diatomées d'autres espèces qui n'ont pas de silice et qui sont en général plus nocives. Quelle différence entre ces algues, Gilles Boeuf, et les algues dont vous avez parlé? C'est pas la même chose. Bon, là, on a parlé de diatomées et de macroalgues. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même physiologie. Ça vit pas de la même façon. Sur les proliférations d'algues qui arrivent de l'extérieur, donc ce qu'on appelle les espèces invasives, on a les cas fabuleux en Méditerranée, des cholerpas. C'est pas du tout lié aux activités agricoles, bien sûr. Hein. Les sargasses non plus. On est sur des systèmes où aujourd'hui les masses d'eau et les courants sont affectés par justement ces températures qui changent, les fameux diagrammes température, densité, salinité, qui est affecté, qui font qu'ils transportent tout partout. Un pétrolier géant qui ballaste à Oman ou à Abu Dhabi 100 000 qui ballast, tonnes. il faudrait sous-titrer. Vider ses soutes, voilà. Simplement. Il se remplit d'eau de mer, ils sont tous malades sur les bateaux s'il n'est pas rempli d'eau de mer pour naviguer. On remplit le bateau d'eau de mer, et arrivé dans les zones où on va chercher le brut, le pétrole brut, on jette dans l'eau de mer locale 100 000 tonnes, 200 000 tonnes, 300 000 tonnes d'eau de mer remplie de ces microalgues qu'on évoquait tout à l'heure, ou de spores de macroalgues. Et ça crée des problèmes dramatiques. À Oman, récemment, il me disait on n'a jamais eu en Arabie, dans la péninsule arabique, de marée rouge, de red tide. Il y en a partout. Et j'étais avec le Premier ministre d'Oman, et j'ai pris par la manche, et je l'ai emmené à sa fenêtre. Devant son bureau, il y avait 16 pétroliers géants qui venaient de Rotterdam, de Londres ou du Havre, et qui tous avaient balancé l'euro dans ces régions-là. Donc c'est une autre question qui n'est pas de l'agriculture, mais qui amène des spores de macroalgues ou des microalgues et qui crée des problèmes terribles. On a amené une microméduse en mer Noire en 1980, un mnémiosis, un bateau américain de Cape Cod, pas gros, 20 000 tonnes. 10 ans après, 1 million de tonnes de biomasse, cette microméduse, qui effondre 40 000 tonnes de pêche à l'anchois. Voilà. Je prends le cas de l'étang de Thau. Vous allez plonger dans l'étang de Thau. On a beaucoup décontaminé. Je suis entièrement d'accord. En France, la qualité de l'eau globale s'améliore aujourd'hui. On a beaucoup décontaminé Thau. Il y a des huîtres qui ne poussent pas si mal que ça à Thau. Vous faites une plongée dans l'étang de Thau. C'est bourré de macroalgues. Alors vous êtes content, vous les avez regardées. Et vous rentrez à la maison, vous prenez le manuel des algues françaises et vous allez leur donner un nom. Et vous ne trouvez rien. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, ce type, en 1920, qui a fait le manuel des algues de l'étang de Thau? Et là, vous vous dites, depuis maintenant 50 ans, tous les ans, on amène du Japon des bébés huîtres, du essaim d'huîtres japonaises. Et là, vous allez chercher le manuel japonais. L'étang de Thau est un écosystème japonais. Après des recherches, notre collègue Boudouresque de Marseille a trouvé une espèce de macroalgue française qui existait il y a 30 ans. Tout le reste, alors, est-ce que c'est grave, docteur? C'est une vraie question.
Pour l'écolo forcené, c'est dramatique, vous vous rendez compte? On a remplacé les algues françaises par des japonaises. Pour le pêcheur, pour le riverain, pour le... Bah, finalement, c'est joli quand même, c'est sympa. Vous voyez que c'est intéressant. N'empêche qu'on a installé un écosystème japonais dans un étang français. C'est pas inintéressant. Et la recherche permet de mettre ça en évidence. Et est-ce qu'il y a des macro-algues françaises chez les Japonais? Mais bien sûr, puisqu'elles font le tour du monde. Il y en a partout. Vous savez, on a retrouvé alors, des micro-algues surtout. Moi, je m'intéresse beaucoup aux dinoflagellés, qui sont, on n'a pas les diatomées, hein. Il y a les cocolotophoridés, qui nous font ces magnifiques falaises de calcaire, qui font des roches. Hein. Dinoflagellés, sont des petites micro-algues aussi, super intéressantes. Et elles font le tour du monde dans ces pétroliers géants-là. On a retrouvé une espèce récemment, Haobart, en Tasmanie, qui vient de Méditerranée. Ce n'est pas le goéland local qui l'a amené là-bas. En fait, bon, effectivement, il y a des invasions biologiques qui sont très importantes, de par les circulations de matière en tout genre. Mais quand ces algues sont délestées dans un milieu, il faut quand même qu'il y ait les éléments pour qu'elles puissent croître et se développer. Donc voilà, donc si on est dans une zone côtière où effectivement il y a des excès d'éléments nutritifs, eh bien le phénomène va être amplifié. Elles sont ravies. Voilà. Simplement. Ah oui, les colérepas, je n'ai pas terminé. Algues toxiques, on colérepa taxifolia, qui a été un problème environnemental qu'on a mis au firmament des problèmes pour se rendre compte au bout d'un certain temps que c'était embêtant pendant un certain temps, qui a bien régressé maintenant. Et une seconde colérepa racemosa, qui est arrivée d'Australie récemment, est beaucoup plus toxique encore que taxifolia, qui pose vraiment des problèmes, bien sûr.